Hello, c'est Emeline et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de 4 erreurs que font la majorité des investisseurs immobiliers. J'ai pas mal de gens en coaching qui démarrent dans l'investissement et il y a beaucoup de ces erreurs-là qu'ils ont déjà faites. Je vous en parle tout de suite. La première erreur, ça va être de mettre trop d'apports. Et oui, et je l'ai faite aussi dans une autre vidéo où j'en parle, c'était une de mes erreurs également. Il ne faut pas confondre donc l'apport et l'épargne. Ce n'est pas parce que vous avez un bon dossier, que vous faites attention à vos finances et que vous mettez de l'argent de côté, que vous devez utiliser tout cet argent-là pour mettre de l'apport. Eh bien oui, par exemple, moi je reprends mon histoire, donc j'avais fait des acquisitions et j'avais mis par exemple dans une acquisition donc 15 000 euros d'apport et j'ai su par la suite que la banque était tout à fait enclin à me prêter pour 0 euros d'apport. Donc j'avoue que j'étais un petit peu dégoûtée d'avoir utilisé cet argent-là, alors que j'aurais pu le garder en trésorerie pour faire d'autres projets et autre chose, mais bon. C'est fait. Donc voilà, posez la question avant, demandez bien pour mettre le minimum d'apport possible. On ne sait jamais, il faut communiquer en fait. Communiquer avec les gens, poser les questions et dites bien que vous préférez garder cet argent-là pour de l'épargne de secours, potentiellement réinvestir dans la foulée. Deuxième erreur que font beaucoup d'investisseurs, c'est une problématique de cible. C'est la cible qui va être prévue en termes de locataires par rapport au logement. Je m'explique par là, ça veut dire que si vous visez du Airbnb, vous avez un studio, etc., on va éviter de mettre du mobilier pour des étudiants. Il faut vraiment, à chaque fois quand vous visitez un bien, demandez-vous quelle cible va être en face de ce bien, ok? Puisque là, ça va définir une multitude de choses, que ce soit en l'occurrence donc les meubles, la cible, la ville. Est-ce que dans la ville que vous visez, vous ciblez aussi les bonnes personnes? Est-ce qu'il y a des étudiants dans cette ville si vous faites de la location étudiante? Est-ce que le Airbnb, c'est vraiment demandé dans cette ville-là? Donc voilà, c'est vraiment la cible par rapport au logement. Et dites-vous bien une chose, c'est que moi, je me dis pas je veux faire du Airbnb à Saint-Tropez et je vais cibler que les riches. Ok. Là, en fait, vous fermez l'entonnoir à mort. Essayez d'ouvrir un peu là. On ouvre les œillères, on va voir autre chose. On laisse les opportunités aller vers nous et ensuite on va venir du coup réfléchir à tout ça. Là, ça va être dès le début. Donc, j'ai un appartement, par exemple. Moi, je le fais aussi. Hein. Quand je cherche des biens, je me ferme pas. Si j'ai un T2, ok, dans tel qui tombe, je sais pas, dans telle région, etc. Je vais me dire, ok, T2, bah, je vais pas faire de la coloc. Je sais que je peux aller sur de la location étudiante, mais combien ça va me rapporter? De la location à long terme classique, combien ça va me rapporter? Et du Airbnb, combien ça va me rapporter? Et là, je vais un peu orienter la cible que je vais avoir par rapport aussi au cash flow qui va rentrer. Les gens qui veulent faire de la location étudiante et qui vont me mettre des meubles adaptés à la location Airbnb haut de gamme, on a un vrai décalage. Pensez à ça. Si vous me mettez des meubles, je ne sais pas, un peu plus haut de gamme, qui coûtent plus cher, plan de travail beaucoup plus coûteux, etc., avec de la belle vaisselle, pour des étudiants, il est fort probable que vous ne retrouviez pas le bien dans l'état dans lequel vous aimeriez le retrouver. Parfois, on a tendance aussi à vouloir le faire comme chez soi. Souvent, les premiers investissements, on se dit c'est trop bien, c'est mon premier invest et tout, je vais y mettre du cœur, ça va être trop génial. Ouais, et tu vas vouloir faire comme chez toi. Sauf qu'en fait, comme chez toi, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Il faut que ça soit pratique, notamment en location étudiante. Les étudiants, clairement, ils s'en fichent un petit peu du mobilier, etc. Ça doit être le plus pratique possible. Ils veulent des prises. Voilà, il y a des meubles types dont je reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais ça doit être simple, efficace et tu dois pouvoir changer la vaisselle rapidement parce qu'ils font pas attention. Ils s'en fichent. Ils n'ont pas encore forcément toujours, selon l'éducation, hein, basculé dans le côté vraiment adulte. Je gère les choses et je prends soin parce que je respecte les choses. Donc souvent, ils sont un peu dans la consommation. Ils s'en fichent royalement. Ils savent qu'ils sont là pour une durée limitée. Et donc, il n'y a pas toujours de respect pour les lieux. Donc, voilà, faites attention vraiment à la cible que vous visez dans vos investissements. C'est ultra important. Troisième erreur que beaucoup font, c'est de penser à la fiscalité trop tard. Eh bien oui, alors la fiscalité, il ne faut pas non plus que ça guide
toute votre tête quand vous êtes en recherche. Ça, non. Pourquoi? Parce que je vous ai dit avant, on laisse les opportunités venir et c'est sur l'opportunité qu'on va s'adapter pour une stratégie en se disant « Ah bah ce bien-là, il est top, le prix est génial, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais faire de la colocation? Est-ce que je vais faire du Airbnb? Est-ce que je vais faire de l'immeuble dehors ?» Peu importe. Voilà, ça va dépendre du bien. Mais c'est aussi au moment où vous recevez cette opportunité que vous devez réfléchir à la fiscalité. Pourquoi? Eh bien parce que j'en ai qui se disent « Trop bien, j'achète un petit appartement, je vais mettre un locataire dedans, ça y est, il est loué parfait, maintenant on réfléchit à la fiscale. » Tu ne peux pas réfléchir comme ça parce que le problème c'est que tu vas te faire rattraper. Je dirais que quand tu n'es pas habitué, que tu n'es pas sachant, le plus simple souvent en plus ça va être d'aller sur la location nue. Je m'en fous, la personne il se débrouille, je lui file les clés, c'est loué, basta. Non, il faut y penser avant, la fiscalité va s'adapter à l'opportunité. Donc c'est vraiment de là que tout découle. Vous avez l'opportunité, quelle stratégie, quelle fiscalité. Ça va avec, c'est vraiment dedans quoi. Donc on n'y pense pas trop tard, il faut quand même l'anticiper. Par exemple, si vous avez un bien qui n'a pas du tout de travaux et qui peut être nickel, il peut être un peu rentable, mais pas du tout de travaux. Ça va être un peu plus compliqué de le faire passer en nom propre, par exemple. C'est possible, hein, bien entendu. Mais vous allez payer plus d'impôts que si vous le logiez dans une SCI-LIS, qui aura ses avantages et ses inconvénients, bien entendu. Si vous avez quelque chose avec énormément de travaux, là, vous avez déjà une plage d'ouverture de possibilités plus large. Il faut y penser. Quand c'est vraiment très rentable aussi, très rentable, pas de travaux, on va plus aller en société puisqu'on va maîtriser l'imposition beaucoup mieux. Et le quatrième point, donc c'est s'engager dans un projet qui est trop gros, avec trop de travaux et qui va manger beaucoup trop la capacité d'endettement par rapport à ce qu'il va vous rapporter comme cash. Et ça, que ce soit de travaux ou pas. Je dirais que parfois aussi, j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir qui me disent « J'ai trouvé un bien, il est génial. » Ok, donc il y a ça, il y a tant de travaux. On peut se retrouver avec très régulièrement d'ailleurs 150 000 euros de maison, 150 000 euros de travaux. Ok, je vais créer ça, je vais faire plein de choses, c'est génial, c'est génial. Mais du coup, ça te rapporte combien à la fin du mois? C'est quoi ton cash flow? Vous savez, le cash flow, c'est ce qui reste dans ta poche. Vraiment avoir tout payé. Eh bien, là, ils me disent 250 euros. Ok. Donc, ça veut dire que pour 300 000 euros, d'accord, tu vas impacter énormément ton taux d'endettement pour 250 euros à la fin du mois. Alors oui, il y en a certains d'entre vous qui peuvent me dire 250 euros, c'est déjà énorme. Et j'en conviens, d'accord. Mais quand on vient impacter autant sa capacité d'endettement, c'est dommage de la mettre uniquement pour 250 euros parce qu'après, vous allez être bloqué pour les investissements d'après. L'idée, on n'oublie pas, c'est quand même de faire un investissement qui soit cohérent en termes de chiffres, qui ne vous mange pas tout votre taux d'endettement. Ok. Si vous mettez tout votre taux d'endettement dans un bien, vous êtes bloqué après. C'est logique, c'est mathématique. Hein. Donc là, l'idée, ça va être quand même de ne pas manger la totalité avec un seul bien et que ce bien-là soit rentable pour que les revenus de ce bien viennent se rajouter à vos revenus. Avec un pourcentage, bien entendu, la banque ne prend pas 100% des revenus locatifs. Mais en tout cas, ça vient augmenter votre capacité d'endettement pour pouvoir réinvestir derrière. Et après, on va user de plusieurs stratégies pour en plus faire gonfler tout votre cash, votre trésorerie, etc. Mais donc l'idée, c'est que ce premier bien-là, ça soit un tremplin. En fait, faut pas que ça soit un boulet au pied. Si ce boulet vous rapporte 250 euros par mois et vous dites « Yes, j'ai fait un investissement rentable », oui, par rapport à une multitude de personnes, tu auras fait un investissement rentable. Le problème, c'est que tu vas être bloqué derrière. Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. On ne vient pas en plus, je rajoute ça, se manger 150 000 euros de travaux quand on n'a jamais investi pour gagner 200 euros à la fin du mois alors qu'on est dans une stratégie vraiment d'immobilier très rentable. C'est dur, ça veut dire que tu as subi les travaux. Tu l'as très certainement fait subir à toute ta famille aussi parce qu'il y a un impact, bien entendu. T'as pas beaucoup dormi parce que bien sûr les travaux, pareil, t'es un peu stressé. En plus, tu as mangé la totalité de ton endettement et tu vas pas forcément gagner grand-chose. Donc je trouve ça quand même très dommage. Voilà pour ces 4 erreurs que font beaucoup de gens dans l'investissement immobilier et que je ne t'invite du coup à ne pas refaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je compte sur toi pour un petit like, t'abonner au passage et je te dis à bientôt.